propose de commencer. Alors, je vais vous présenter les masters, les différents cursus. J'imagine que vous connaissez déjà. Donc, une partie de ma présentation tombe si vous êtes déjà étudiant à la faculté des lettres. Mais je voulais rappeler que le principe d'admission à un master en lettres, c'est qu'il fallait être titulaire d'un bachelor en lettres, ce qui sera votre cas. Et puis pouvoir justifier d'au moins 60 crédits dans la discipline. Parfois, nous avons des étudiants qui proviennent d'autres filières. Donc, il y a le principe, donc, pour un master en lettres, il faut être titulaire d'un bachelor en lettres ou un titre jugé équivalent. Donc, on peut attirer des étudiants provenant d'autres facultés. Par exemple, le BARI, le Bachelor en Relations internationales, les diplômés du BARI peuvent ensuite enchaîner avec un master en histoire générale ou en histoire transnationale. On a aussi régulièrement des étudiants qui sont titulaires d'un bachelor ou d'un master en droit et qui veulent après se spécialiser en histoire de l'art. Ils postulent pour un master en histoire de l'art. Évidemment, ils ne sont pas acceptés directement, mais avec un complément d'études d'au moins 60 crédits. Donc il y a des tas de passerelles possibles pour accéder à nos différents masters. Voilà, donc tous les masters de la faculté, donc nous en avons à peu près une trentaine. Tous les masters totalisent 90 crédits, donc ils s'effectuent sur une année et demie d'études, 3 semestres. Donc nous avons des masters à 90 par défaut, et puis après je vous les montrerai, des masters avec spécialisation qui totalisent 120 crédits. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, voilà la structure du master. Vous avez, donc, comme au niveau du bachelor, une logique de modules. Donc, vous en avez 5 au niveau du master, ainsi qu'un mémoire. Donc, le mémoire étant un travail de recherche qui consacre la fin de vos études sur un sujet inédit. Donc, vous proposerez en faisant appel à des sources premières et des sources secondaires. Donc, au niveau du master, donc, vous avez 5 modules. Vous ferez, après l'obtention du bachelor, vous décidez dans quel master vous voulez faire dans quelle discipline vous voulez faire votre master. Et puis, dans la discipline qui donnera le titre, vous effectuerez les 3 premiers modules, MA1, MA2 et MA3, ainsi que le mémoire. Et puis, vous avez aussi 2 modules à option libre. Alors, vous pouvez les faire aussi dans la même discipline, auquel cas vous aurez un master monodisciplinaire. Mais vous pouvez les faire dans votre deuxième discipline, ce qui est plutôt encouragé. C'est-à-dire que si vous vous destinez à l'enseignement, il vaut mieux bloquer les 2 modules à option libre et puis continuer votre deuxième discipline. Ou vous pourriez les faire encore dans d'autres disciplines, parmi les modules offerts aux étudiants d'autres disciplines. À la fin de chaque plan d'études, il y a des modules qui sont ouverts. Vous pourriez, à la limite, faire en MA4 de l'histoire et anthropologie des religions, même si vous n'en avez jamais fait. Pour autant que ça vous intéresse, évidemment. Alors voilà les disciplines donc de la faculté. Je ne vais pas les commenter. Donc français, études médiévales, qui est un plan transversal qui regroupait le français médiéval, mais qui fait appel aussi à des études d'histoire, de philosophie et d'histoire de l'art médiéval. Vous avez le français langue étrangère, qui depuis 2 années maintenant est une discipline reconnue, habilitant à enseigner dans le secondaire. La linguistique générale. Les disciplines, donc toutes les langues vivantes, sur la même logique, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien sont des langues que vous continuez, au même titre comme c'était le cas au niveau du bachelor. Donc, j'ai indiqué, lorsque vous avez semestre SA, c'est semestre d'automne. Certains masters sont ouverts, ils sont tous ouverts au semestre d'automne, et certains masters sont ouverts également au semestre de printemps. Donc, tout dépend quand vous finissez votre bachelor, vous pouvez enchaîner dès le semestre de printemps avec le master. Donc, les grandes disciplines offrent une ouverture aussi bien au semestre d'automne qu'au semestre de printemps. Donc, vous avez aussi le master avec spécialisation.
de 120 crédits. On m'a posé la question tout à l'heure sur les stands. Il n'y a pas de différence entre un bachelor à 90 ou un master à 120, hormis les 30 crédits de spécialisation. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un master avec spécialisation. Ça, vous le ferez si vous êtes vraiment passionné. Mais par défaut, c'est un master à 90. Si vous voulez accéder à l'enseignement secondaire, un master à 90 crédits suffit. Vous n'avez pas besoin d'un master à 120 crédits. Si vous voulez entreprendre une thèse de doctorat, vous n'avez pas besoin d'un master avec spécialisation. Le master à 90 suffit aussi. Ce master avec spécialisation, il n'est pas proposé par toutes les disciplines. Je vous montrerai tout à l'heure les disciplines qui le proposent. Ce sont plutôt les grands départements. Et il avait été mis au point il y a une dizaine d'années pour permettre à nos diplômés d'envisager un doctorat dans un autre pays européen. Parce que la plupart des grands pays européens ont des masters sur 2 ans. Donc on ne voulait pas courir le risque que nos diplômés se voient refuser l'entrée en doctorat en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, sur la base d'un master qui ne totalisait que 90 crédits. Donc après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez commencer avec un master à 90 crédits et en cours d'études décider de changer pour opter pour un master à 120 crédits. Ou le contraire, si vous voulez réduire la voilure pendant la durée de votre master. Donc voilà, la structure, c'est la même pour toute une partie, jusqu'à MA4, MA5, la même que le master à 90 crédits. Puis vous avez 2 modules et demi de plus de spécialisation. Alors, certaines disciplines offrent plusieurs spécialisations. Par exemple, en histoire, il n'y a qu'une spécialisation en production et des savoirs historiques. En français, il y en a 2. En allemand aussi. Donc après, il faut vous référer au plan d'études. Voilà les disciplines qui offrent des masters à 120, donc le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, les études est-asiatiques, donc pour lesquelles il faut la connaissance du chinois et du japonais, l'histoire et la philosophie, et puis toutes les disciplines relevant des sciences de l'Antiquité. Là, j'ai fait un petit insert un peu technique, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous se destinent à l'enseignement. Alors, depuis cette année, depuis septembre 2025, la CDIP, la Conférence des directeurs de l'instruction publique à Berne, a émis de nouvelles exigences pour l'accès à la formation pédagogique et didactique. Donc, il faut toujours un master dans la discipline enseignable, dans la première discipline enseignable, donc qui totalise au moins 120 crédits sur des cursus bachelor-master. Donc si vous avez déjà 84 crédits au niveau du bachelor, vous enchaînez avec un master, vous faites les 3 modules de base, MA1, MA2 et le mémoire, vous arrivez à 66 crédits, vous obtiendrez 150 crédits, donc bien au-delà des 120 crédits requis. Par contre, la nouveauté, c'est que pour la deuxième discipline enseignable, il faut dorénavant 90 crédits, dont 30 crédits de niveau master. Donc ceux qui se destinent à l'enseignement, qui ont 2 disciplines enseignables, donc ils avaient déjà au niveau du bachelor, il faudra absolument continuer dans les 2 modules à option libre que vous aviez, MA4 et MA5, il faudra continuer votre deuxième discipline. Et puis comme vous comptez aussi bien que moi, 2 modules, ça fait 24 crédits, ça ne fait pas 30. Il faudra compléter, pour obtenir ces 30 crédits requis pour l'admission à l'UFE, il faudra effectuer 6 crédits en plus en surnuméraire. Donc voilà, tous les étudiants qui se destinent à c'est un peu une peine rajoutée, mais vous êtes obligé d'avoir 30 crédits, parce que si vous ne faites que les 24 crédits dans le cadre des 2 modules à option libre, vous ne serez pas admissible à l'UFE pour la deuxième discipline. Donc c'est ainsi, enfin, on ne peut pas changer de toute façon les exigences de la CDIP. Et puis l'autre nouveauté qui péjore aussi l'accès à l'UFE, c'est que si vous avez un master dans une première discipline, mais ce que j'appelle les disciplines qui sont moins prisées par le DIP, c'est-à-dire histoire de l'art, philosophie, italien, espagnol, latin, grec, et que vous avez par exemple l'anglais, l'allemand ou le français en deuxième discipline, si vous faites un master dans cette première discipline et si d'aventure vous n'êtes pas, que vous avez le nombre de crédits requis pour la deuxième, mais si vous n'êtes pas pris pour la première discipline enseignable à l'UFE, parce qu'il y a certaines disciplines qui ne sont pas ouvertes chaque année,
Donc les grandes disciplines allemand, anglais, français sont ouvertes chaque année. Il y a un certain nombre de places de stage, mais d'autres disciplines sont souvent ouvertes une année sur deux. Et puis, il n'est pas dit que vous soyez pris, ce qui fait que si vous voulez vous rabattre sur votre deuxième discipline enseignable et la faire passer comme première discipline enseignable, vous serez obligé de faire un deuxième master. Donc, il faut bien choisir dans vos deux disciplines de bachelor, quelle discipline vous voulez faire votre master, parce qu'il peut y avoir des conséquences pour ceux qui se destinent à l'enseignement, évidemment, quoi. Oui. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Parce que ça, c'est toujours un peu la partie technique, mais on a souvent beaucoup de questions liées à ça, quoi. Et puis dans l'offre de master de la faculté, nous avons aussi 2 maîtrises spécialisées, qui est le master Asie et le master en ethnomusicologie. Donc ces masters spécialisés, ce ne sont pas des masters consécutifs, donc vous pouvez être titulaire de bachelor de provenance diverses et puis pouvoir postuler pour ces 2 masters. Donc ce sont des masters, on parle de spécialisés parce qu'il y a un comité de sélection, donc vous n'êtes pas assuré d'être prise ou d'être pris. Donc là, ça fait l'objet d'une postulation et donc là, par exemple, pour le master Asie, il faut quand même faire preuve d'un intérêt pour l'Asie. Alors évidemment, vous pouvez avoir un bachelor en chinois ou en japonais ou avoir fait des modules de coréen, mais ça n'est pas nécessaire forcément d'être passé par ces disciplines-là. Mais il faut montrer dans votre dossier que vous avez un intérêt pour le monde asiatique, soit par... vous avez peut-être pu faire des cours de langue par vous-même, ou dans votre cursus, vous avez pu... si quelqu'un vient, par exemple, du Bari, a pu prendre peut-être des options en lien avec le monde asiatique. Ou alors vous avez voyagé en Asie, vous pouvez avoir aussi des projets de professionnels en lien avec le monde asiatique. Donc voilà, tout ça est analysé par le comité scientifique et fait l'objet après d'une acceptation ou d'un refus. Ce qui n'est pas le cas pour les autres masters. Si vous postulez, vous êtes sûr d'être pris, quoi. Et puis le master en ethnomusicologie, c'est une formation qui compte peu d'étudiants parce qu'elle est assez particulière. Il y a peu ce type de formation est peu offert en Europe et même, je crois, de par le monde. Donc, elle est en lien. Alors, elle est assez complexe parce qu'il y aura des enseignements aussi bien en musicologie qu'en ethnologie à l'université de Neuchâtel et d'autres enseignements à la Haute École de musique, puisqu'il faut aussi pratiquer un instrument de musique. Et puis après, dans les 2 cas, il y a des stages sur le terrain et puis évidemment aussi de la rédaction d'un mémoire de recherche. Voilà, peut-être juste aussi 2 mots sur les débouchés, parce que on pense toujours qu'avec des études de lettres, on ne fera rien de sa vie, ce qui est faux. Donc on a à peu près... les statistiques datent un peu, mais elles n'ont pas vraiment changé. On a à peu près 40% de nos diplômés qui se destinent à l'enseignement secondaire, ce qui veut dire qu'il y en a comme 60% qui font autre chose. Et puis après, voilà, les répartitions, il y a beaucoup de diplômés dans l'administration publique, pas forcément en lien avec ce que vous aurez étudié. Ce qui compte après, c'est le diplôme universitaire. Et puis les savoirs que vous aurez développés pendant vos études en lettres, c'est-à-dire la capacité de travailler seul, la capacité de gérer de grandes masses d'informations, d'avoir un esprit critique, de pouvoir faire des liens entre les différents objets d'étude, une capacité aussi de rédaction. Et après, c'est des choses qui vont peut-être de soi, mais qui ne vont pas tant de soi que ça, quoi. Donc les profils de gens de lettres sont quand même prisés aussi donc dans différents, que ce soit dans l'administration publique, évidemment les métiers en lien avec l'information, le journaliste, recherchiste, les métiers de la culture privilégient plutôt des étudiants en lettres, ce qui est normal. Dans les services, à peu près 10%. L'économie privée, alors évidemment, il ne faut pas faire des études de lettres pour devenir trader, quoi. Mais dans l'économie privée, on a plutôt des diplômés en lettres qui sont dans les relations publiques ou qui travaillent dans les ressources humaines. Donc à peu près 5% également pour la recherche scientifique et technique, donc les carrières universitaires.
Donc le spectre est assez large. Simplement, on ne voit pas forcément avec un master, comme la plupart de nos masters ne sont pas professionnalisants à part l'accès à l'enseignement secondaire, on ne voit pas forcément ce qu'on va devenir. Mais il y a une suite et puis vous travaillerez dans votre vie, quoi. Heureusement ou malheureusement, heureusement. Oui. Voilà. Après, je vous renvoie sur le site que vous connaissez et puis je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Oui. Par rapport aux instruments pour le master Asie, Oui. nous, on vient de Paris, major histoire. Oui. Du coup, est-ce que, donc, si on arrive à justifier, bon, on a pris des cours de langue, des cours par rapport à l'Asie, peut-être qu'on part en mobilité dans un pays d'Asie de l'Est, est-ce que ça, dans la construction du dossier, ça suffit pour espérer être Ça entre en ligne de compte. Il faut aussi expliquer, ils vont regarder les notes aussi. Ils vont aussi analyser il faudrait parler un peu de votre projet professionnel. Et puis ça, ils tiennent compte de... Il faut vraiment montrer un intérêt pour l'Asie. Oui. Alors après, que ça soit la Chine, le Japon, ça peut être la Corée, et puis l'Inde aussi, puisqu'il peut y avoir des cours. Après, vous aurez des cours dans le cadre du Master Asie, vous aurez un bloc de langue. Alors, ceux qui ont déjà fait du chinois, du japonais, ou de l'hindi, ils peuvent continuer en étant étudiants avancés, mais ça ne requiert pas, par contre, de compétences. Vous pouvez commencer le chinois dans le cadre du bloc de langue, ou le chinois, japonais, coréen ou hindi, le sanskrit, oui. Non, non, non. Après, il n'y a pas d'exclusive en disant on prend que les étudiants en lettres. On a aussi des candidatures. C'est un des masters qui attire le plus d'étudiants pour la faculté, donc notamment des candidatures étrangères. Ouais. Donc après, chacun a ses chances. Donc, non, il y a à peu près une quarantaine d'étudiants qui postulent chaque année, puis on en retient un peu, le comité scientifique en retient une vingtaine. Enfin, il y en aurait 30 brillants, on en retient 30 brillants. Oui. Il n'y a pas un numerus clausus. Oui. Et puis les gens du Bari ont tout à fait leur chance au même titre que les autres. Quoi. Oui. Oui. Est-ce qu'après derrière, c'est possible de faire une thèse de doctorat? Oui. Ça serait dans quel domaine? Mais du coup, c'est pas possible de la faire dans un autre pays que... Après, tout dépend les conditions d'admission d'un pays étranger. Après, vous avez, par exemple, en Angleterre, vous avez des masters sur une année. Donc, tout dépend où vous postulez. C'est un peu paradoxal parce que donc c'est pour ça qu'on avait créé ces masters à 120 crédits pour permettre à des étudiants d'envisager des thèses ailleurs. Pour l'instant, on n'a jamais eu de personnes qui avaient été refusées dans les pays limitrophes que j'ai esquissé tout à l'heure. Mais il y a une douzaine d'années, une étudiante avec un master à nom de crédit s'était vu refuser l'accès au doctorat dans les universités néo-zélandaises. Donc, après, on peut faire sa thèse ailleurs qu'en Nouvelle-Zélande, mais par contre, dans le cadre des co-tutelles, tous les masters à 90 crédits ne posent pas de problème pour créer une co-tutelle dans le cadre d'une thèse de doctorat. Donc, a priori, vous ne devriez pas être embêté. Mais après, tout dépend le sujet que vous avez. Puis après, le doctorat, de toute façon, quand vous postulez, c'est à vous de proposer un sujet. Et les professeurs, je pense, partout, dans toutes les universités, sont libres d'accepter, de refuser une candidature. Il n'y a pas d'obligation de vous accepter en thèse. Mais après, tout dépend. Si vous êtes très bon et que vous avez de très bonnes notes, un sujet intéressant et que le professeur le trouve intéressant, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire une thèse après à l'étranger. Hein. Ou ici, enfin même à Genève. Oui. Alors après, c'est vrai que la plupart des étudiants n'enchaînent pas avec une thèse. Oui. Donc c'est plutôt une bonne formation parce que comme elle est transversale, elle est intéressante après pour trouver un emploi, puisque vous avez des cours, enfin je ne l'ai pas dit, mais vous avez des cours aussi bien à la faculté des lettres qu'à la faculté d'économie et de management. Alors ce ne sont pas des cours techniques, hein, évidemment, ce n'est pas des cours d'économétrie, hein. Mais vous avez des cours aussi à la faculté des sciences de la société,
on n'a plus de partenariat avec l'IHEID à partir de 2026. Mais donc c'est une formation qui est intéressante parce qu'elle est transversale. Mais après, tout dépend de votre domaine, vous, de recherche ou d'intérêt. Après, vous pouvez proposer... là, je ne pourrais pas vous dire si après vous proposez un sujet en lien avec l'Asie en faculté de SDS, si vous serez pris ou pas. Mais il n'y a pas de raison, a priori, quoi. Tout dépendra aussi de votre mémoire, parce que ça permet de voir aussi si vous êtes capable de faire une thèse par la suite, quoi. Donc après, le jeu est ouvert. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que vous serez pris en thèse, quoi. Oui, je fais pas la... Ouais. Oui. Et moi, je vais vous demander par rapport aux certifications langue. Oui. Déjà, si on en possède pour postuler au master, est-ce Oui. que ça pèse vraiment ou par exemple, ça peut compenser des notes assez faibles qu'on a eu au bachelor ou pas et du coup, dans une autre perspective, si on n'a pas de certification langue, est-ce qu'à travers le master SAS ou le master ASI, Oui. est-ce que ça nous permet du coup d'obtenir justement ces certifications langue? Après, la certification de langue, vous entendez quoi? D'avoir un certain niveau? Alors après, ils ne donnent pas une certification, par exemple dans le cadre le cadre européen avec un niveau B2. Et puis après, tout dépend le niveau. Si vous commencez le chinois, vous allez en faire une année. Donc après, il ne faut pas s'attendre non plus, vous n'allez pas parler le chinois couramment. Mais c'est juste une sensibilisation à la langue. Parce que appréhender les pays asiatiques, ça se fait aussi par le biais de la langue. Mais alors, par contre, si vous avez déjà fait 3 ans au sein de la faculté dans le cadre du bachelor de chinois ou de japonais, là, vous aurez des cours de langue avancés. Donc forcément, vous aurez un niveau plus avancé logiquement. Ouais. Et par contre, après, vous n'avez pas une certification avec le diplôme. Donc, à un moment donné, il faut de toute façon, il faut partir dans ces pays pour améliorer son niveau de langue. Oui. Mais des certifications en dehors de l'université? Non. C'est-à-dire que si vous avez fait déjà du chinois et que vous n'avez pas de très bonnes notes pour certains les modules de langue, soit vous essayez de faire dans le bloc langue, vous prenez une autre langue asiatique. Parce que si vous n'êtes pas très bonne, je ne vois pas l'intérêt d'aller dans un niveau avancé si vous étiez déjà un peu à la peine. Mais je ne sais pas si c'est ça la question que vous posez. Parce que j'ai peur de ne pas comprendre. Oui. Vous avez d'autres questions? Oui. Juste par curiosité, avec un bachelor de lettres, est-ce qu'on a accès à des masters post-faculté? Alors, c'est beaucoup plus difficile dans l'autre sens. Si vous postulez à un master en droit, ils ne vont pas vous accepter. Ils vont vous dire faites un bachelor en droit. Si vous postulez à un master en psychologie, ils ne vont pas vous dire vous faites une petite passerelle de 30 crédits. Ils vont vous dire faites le bachelor en psychologie. Bon, je ne parle même pas des sciences. Oui. Après, il y a des masters ouverts. Je crois qu'en SDS, vous avez un master en sciences de la communication et médias, sous toute réserve du titre. Là, c'est un master ouvert, un peu comme nos masters spécialisés. Donc, on a régulièrement des étudiants qui postulent titulaires d'un bachelor en lettres. Mais les autres, si vous postulez en économie et management, vous n'allez pas être prise. Nous, on a l'avantage, c'est que sur les 180 crédits, puisqu'il y a 2 disciplines, si vous infléchissez, vous avez un bachelor de n'importe quoi, on pourrait vous refuser au motif que vous n'avez pas un bachelor S-lettres, mais la plupart, je crois tous les départements sont assez ouverts et acceptent les étudiants soit titulaires d'un bachelor en lettres, mais avec des disciplines qui ne sont pas celles du master visé, soit provenant d'autres facultés. Et évidemment, là, ça se fait moyennant un complément d'études qui varie en fonction de chaque dossier. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de refaire tout un bachelor pour accéder au master visé.
Mais dans les autres facultés, ça n'est pas le cas, quoi. Ouais. Vous êtes obligé de rester en lettres après. Ouais. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé pour le master d'équivalence, si on n'adopte pas. Je reprends l'expérience Oui. du Paris d'histoire. Est-ce Oui. qu'on peut faire un master en histoire et quelles sont les équivalences à faire Alors, il n'y a pas d'équivalence, c'est-à-dire que une fois que vous êtes titulaire du Barry en ayant pris l'option histoire, évidemment l'option forte, vous pouvez être admissible directement au master en histoire transnationale. Et puis pour le master en histoire générale, vous êtes admissible simplement avec un module passerelle de 12 crédits. Donc c'est pas grand-chose, quoi, que vous pouvez faire en co-requis en commençant le master. C'est un petit module passerelle dans lequel vous devez choisir 2 autres champs chronologiques autres que l'histoire contemporaine. Parce qu'on part du principe que dans le cadre du Barry, en histoire, vous avez fait quand même plutôt de l'histoire contemporaine. Donc l'histoire contemporaine, vous en savez suffisamment pour continuer, mais il faut... alors c'est très léger comme complément d'études, mais il faudra faire deux enseignements dans deux autres champs, quoi. Oui. Donc le complément d'études est faible. Oui. Eh ben oui, vous avez intérêt à postuler à 2 masters en lettres ou dans d'autres facultés. Parce que vous pouvez être pris, mais il y a toujours un risque avec le master ASI que vous ne soyez pas pris. Et puis après, il y a une année où vous pourriez être pris ou ne pas être pris. Les candidatures, elles sont examinées à l'once de toutes les candidatures de l'année. Donc si une année où on pourrait estimer que votre dossier est un peu faible, je ne parle pas pour vous en particulier, mais que le dossier de candidature peut être un peu faible, et si vous repostulez l'année d'après, si la volée est peut-être un peu moins bonne, bah là vous pourriez être pris. Hein. Donc c'est pour ça, là, je ne peux pas vous dire forcément... Enfin, c'est toujours un peu une loterie. Mais bon, après, si vous avez de bonnes notes et puis un intérêt, vous montrez votre intérêt pour le monde asiatique, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris, quoi. Ouais. Mais je ne suis pas dans le comité scientifique, quoi. Oui. Alors après, vous choisissez le master dans lequel vous voulez le suivre. Non, après, vous avez le choix. Oui, donc, vous prenez celui que vous voulez. Mais il vaut mieux avoir un plan B au cas où ça ne marche pas, quoi. Oui. Oui, je vous en prie. Oui. Pour les études de journalisme, oui. Ça fonctionne au niveau du master? Est-ce qu'il y a un master conseillé à rejoindre? Quelque chose comme ça, je sais pas. Non, le journalisme, tout mène au journalisme. Oui. Après, alors, bien souvent... un master des études de lettres, c'est une bonne formation pour arriver à une formation de journaliste. Parce que là, comme je disais, vous développez des capacités oratoires. Bon, après, il y a des orateurs nés. On n'est pas obligé de faire les lettres pour s'exprimer, des tribuns. Mais vous développez des qualités aussi d'écriture. Alors, l'écriture académique n'est pas forcément l'écriture journalistique, quoi. Mais si vous avez fait de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, c'est une bonne clé pour accéder au journalisme. Mais vous pourriez faire aussi un master en droit, si vous voulez couvrir l'actualité judiciaire, ou un master en sciences, si vous voulez devenir journaliste scientifique. Donc les lettres ne sont pas le passage obligé pour devenir journaliste. Et puis après, moi j'ai travaillé à la radio suisse romande pendant 12 ans, mais le fait d'avoir un master ne suffit pas, hein. Il n'y a que pendant la stratégie, parce qu'il y a régulièrement des postes de stagiaires. Donc, s'il y a 3-4 postes de stagiaires, il y a 100 candidats. Ceux qui ont des masters, il y en a peut-être 70, 80. Donc, il faudra faire la différence sur autre chose. Donc là, pour faire la différence, il faut montrer son intérêt. Et là, moi, je vous conseille, alors pendant peut-être la deuxième moitié de vos études, c'est de mettre le pied à l'étrier dans le monde du journalisme, soit à vous de choisir le média qui vous intéresse, soit la presse écrite en faisant des piges, ou d'aller de faire un stage, d'essayer de
trouver un stage dans une radio, une télévision, même une petite radio, pas forcément la radio suisse romande ou la télévision suisse romande, mais même où il travaillait à titre rémunéré ou bénévole, mais en faisant quelques heures pour montrer que vous êtes vraiment intéressé, parce que c'est ça qui fera la différence après. Quand il y a des candidatures pour des stages de journalistes, c'est d'avoir manifesté, montré son intérêt qui fait la différence. Puis après, il y a la formation pour le stage RP, au registre professionnel. Donc, mais les lettres sont quand même une bonne formation. Beaucoup des présentateurs ont fait les lettres. Je ne vais pas vous citer de nom. Mais... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Tout était clair. Enfin, si vous en avez, vous pouvez toujours me contacter à la faculté des lettres ultérieurement. Voilà, si vous n'avez plus de questions, levons la séance. Merci à vous. Voilà.